Le Quintrec sur RBS. Être sceptique, ce n'est pas douter de tout, c'est refuser de penser à moitié. Le monde court, nous, on s'assoit, on éteint les notifs, on coupe le bruit et on parle. Je suis Valentina Le Quintrec et vous souhaite la bienvenue dans Sceptique. Une fois par mois, on ouvre le micro pour discuter de ce qui nous façonne sans qu'on ait toujours le temps d'y penser. Au programme ce soir, 2 parties. Dans un instant, quelle est la place de l'amour dans nos sociétés ? Et en seconde partie de soirée, comment la culture façonne notre manière d'aimer. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne placent plus forcément le couple au centre de leur vie. En France, 1 personne sur 3 vit seule en 2024 selon les statistiques de l'INSEE. Pour certains, le couple devient une option parmi d'autres chemins possibles dans une société plus individualiste, plus mobile, plus numérique aussi. Pour d'autres, il devient un champ de bataille idéologique, explosion des discours masculins en ligne, avec une croissance de 70% des contenus incel sur TikTok en 1 an. Alors, est-ce que le couple est encore cet idéal universel qu'on nous a longtemps vendu, ou est-ce qu'on assiste à une redéfinition en profondeur de l'amour à l'ère de l'individualisme et du numérique ? Pour en parler avec nous, on accueille tout de suite la fondatrice et présidente de l'association Juin 69. Elle milite pour une société plus inclusive et vous la connaissez aussi pour son émission Voix Cuir, 4e saison déjà, ici même sur les ondes de Radio RBS. Bienvenue Marie Furlan. Salut! À mes côtés également, il est la voix complice de Sceptique, le journaliste radio de formation, puis désormais TV. C'est aussi et surtout mon ancien confrère de la matinale sur RBS. Bienvenue Nicolas Rodier. Salut Val, ça va ? Ça va et toi ? Ça va nickel, heureux d'être là. Moi aussi je suis heureuse de vous avoir. Et en effet, le professeur sociologue strasbourgeois Roland Pfefferkorn, avec qui je me suis entretenue en préparant l'émission, rappelle que l'amour n'est pas seulement une émotion ou un grand sentiment abstrait. C'est d'abord une pratique sociale, un échange progressif d'informations personnelles, de gestes, de cadeaux et bien sûr d'intimité sexuelle. Ça en fait partie aussi. Et donc ça s'apprend, ça se construit, ça évolue et ça peut aussi se défaire. On va en parler ce soir. Mais surtout, l'amour a une histoire, il varie selon les époques, dans le temps et dans l'espace. Ce qu'on considère comme couple naturel, entre guillemets, aujourd'hui ne l'était pas forcément hier et ne l'est pas partout ailleurs. Est-ce que notre manière d'aimer est vraiment libre ou est-ce qu'elle est encore déterminée par des schémas sociaux, familiaux et genrés profondément ancrés ? Marie, beaucoup de jeunes disent aujourd'hui que le couple n'est plus une priorité. Est-ce que une libération des normes traditionnelles ou est-ce que c'est une nouvelle forme de solitude imposée à ton avis ? On rentre cash dans le sujet. Effectivement, je pense que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la société a beaucoup évolué, en bien, mais aussi, on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, quand il y a certains droits ou une ouverture d'esprit de la société qui monte, l'extrême inverse monte aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, la société évolue, les normes du couple évoluent, les normes de la famille évoluent, et tout à l'heure, juste avant là, quand tu as introduit l'émission, tu as parlé de la sexualité qui va avec le couple. Moi, je vais apporter une nuance, c'est que il n'y a pas forcément de sexualité quand il y a couple. Et ça, on pourra peut-être aussi en reparler, mais c'est aussi en ça que la société a changé et du coup qui fait que les couples aussi ont évolué. Avant, il y avait vraiment ce lien en fait finalement entre être par exemple marié, c'est pour se reproduire, faire des enfants, voilà. Il n'y avait pas forcément d'ailleurs d'amour. À l'époque, c'était finalement un peu l'inverse. Et aujourd'hui, finalement, il y a énormément de personnes qui sont en couple sans forcément qu'il y ait de sexualité dans leur couple, parce que c'est tout simplement pas leur truc. Et ça, c'est une grosse évolution aussi de la société aujourd'hui. Ouais. C'est quelque chose que tu vois souvent dans ton asso. C'est des sujets que vous avez ? Oui, on en parle énormément et surtout, du coup, il y a eu
une libération en fait de la parole comme sur beaucoup de sujets ces dernières années, de personnes en fait qui étaient en couple mais qui ne ressentaient pas forcément de désir ou qui avaient l'impression de se forcer, enfin voilà, pour qui c'était pas naturel mais qui aimaient quand même profondément les personnes qu'elles fréquentaient ou avec qui elles étaient. Et en fait on s'est rendu compte que c'était tout à fait normal en fait et que il y avait simplement des personnes qui étaient asexuelles et qui du coup avaient des attirances charnelles fortes pour des personnes mais pas forcément sexuelles. Alors dans la sexualité il y a plein de prismes, il y a plein de d'identités différentes, mais voilà, il y a des personnes qui ont besoin par exemple d'avoir une attirance très forte pour quelqu'un avant d'avoir une relation sexuelle, et en fait simplement avant on mettait pas de mots là-dessus, c'était déjà le cas pour plein de personnes, c'est pas nouveau, c'est juste que maintenant en fait on met des mots sur des choses qu'on vit, sur des choses qu'on ressent, et ça c'est aussi différent de ce qui se passait avant, quoi. Effectivement, et on peut aussi imaginer l'inverse. En fait, c'est vrai que maintenant, avec les applications de rencontres, le schéma inverse existe aussi énormément de gens qui ont une intimité sans forcément être en relation. Et j'ai envie de revenir un peu là-dessus. Les applis de rencontres, ça transforme vraiment nos pratiques. Est-ce que tu penses qu'elles élargissent les possibilités de visibilité et du coup de rencontres, de diversité de personnes qu'on peut rencontrer, ou est-ce qu'elles renforcent plutôt une logique de consommation de l'autre ? Alors, les applis, j'ai un avis, un rapport très mitigé par rapport aux applications de rencontres. C'est sûr qu'il y a ce côté surconsommation qu'on a aujourd'hui dans plein de domaines de la société qui du coup n'échappe pas à la sexualité, qui n'échappe pas aux rencontres, aux relations amoureuses, à l'amour de manière générale. Donc ça passe par les applis aujourd'hui. Mais après, c'est vrai que ça permet aussi de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées dans d'autres contextes, avoir une infinité quasiment, on va dire, de personnes avec qui on peut échanger, que ce soit sur les applis de rencontre ou sur les réseaux de manière générale. Ça, c'est assez inédit aussi, finalement, dans c'est presque un magasin, en fait, quand on swipe de gauche à droite. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a ce truc assez positif, finalement, qu'on peut toucher plein de personnes différentes, qu'on peut parler avec plein de personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées, je sais pas, dans un café ou au coin de la rue, et comment aborder aussi les personnes dans la rue ou dehors. Enfin, c'est pas forcément évident tout le temps, donc on va dire que les applis peuvent permettre ça. Mais par contre, à l'inverse, c'est sûr qu'il y a une certaine aussi pression qui est ressentie quand on est sur les applis, de se dire ok, donc quand on parle à cette personne, il y a forcément un truc derrière, et est-ce que ça biaise pas aussi peut-être un peu la rencontre qui se ferait naturellement et qui serait un échange, une progression ou pas d'une relation potentielle. Et là, quand tu es sur les applis, non, tu sais pourquoi tu te dates, tu sais pourquoi tu te parles, et ça sous-entend que derrière, il y a quelque chose qui est attendu, peut-être pas forcément de la même manière en plus pour les deux personnes, qui sera peut-être jamais d'ailleurs, parce que on n'est pas forcément tous sur la même longueur d'onde et en même temps. Mais donc pour toi, tu dirais que ça schématise en quelque sorte les rencontres amoureuses ? En tout cas, c'est sûr que il y a plus le côté spontané de la rencontre irréelle, qui fait que on se rencontre sans forcément arrière-pensée, en fait. Tu rencontres quelqu'un, puis après tu vois ce qui se passe. Sur les applis, c'est sûr que tu matches avec quelqu'un sur une appli. C'est sûr que c'est a priori pas pour juste aller faire un Scrabble, quoi. Donc il y a en tout cas un rapport à la rencontre qui est forcément différent, une attente qui est différente, qui peut peut-être biaiser d'une certaine manière finalement le début de la relation, parce que du coup on attend qu'il se passe quelque chose, et si par exemple il se passe rien, il peut y avoir une attente très forte de la part d'une des personnes ou des deux, mais il se trouve que pour X raison ça se fait pas, donc ouais, je sais pas, c'est un peu particulier ce rapport aux applis, et après par rapport aux personnes queer, parce que du coup moi c'est avec beaucoup de personnes queer du coup que j'échange via l'asso, via mon émission.
ça peut être assez compliqué du coup pour les personnes queer d'être sur les réseaux. Elles peuvent être du coup victimes de harcèlement, de violences en ligne, etc. En se dévoilant, c'est une forme de coming out en fait finalement, d'être sur une appli visible en étant une personne trans, une personne lesbienne, gay, bi, ace, etc. Ce qui n'est pas le cas du coup des personnes cis hétéros. Donc ça peut être une forme de violence aussi. Ça peut être aussi toujours d'avoir des dates qui sont faux en fait. C'est ça, ça peut être aussi cette crainte et cette peur en fait de rencontrer les personnes dans la vie réelle après avoir échangé sur la plateforme et se dire est-ce que je vais pas tomber dans un guet-apens? Ça arrive énormément, notamment avec l'application Grindr. Voilà, il y a énormément de cas où il y a Grindr, c'est plutôt pour les mecs gays. C'est pour les mecs gays et il y a énormément d'histoires où les mecs en fait ils se retrouvent dans un traquenard et du coup ils se font tabasser en fait finalement c'était pas du tout un date quoi. Donc il y a aussi tu vois ça et après au niveau de Strasbourg pour parler de ce dont je connais le plus, c'est une grande ville mais qui est petite à la fois et c'est vrai que quand t'es une lesbienne par exemple sur les applis tu fais vite le tour quoi. Donc il y a aussi un peu ça, tout le monde se connaît alors, c'est ça? Alors déjà toutes les lesbiennes de Strasbourg se connaissent, je fais un peu une généralité mais il y a un peu ce truc déjà chez les lesbiennes de dire il y a toujours l'ex de la meilleure pote, de la pote de je sais pas qui était une personne que t'as connue ou je sais pas quoi. Mais quand tu rajoutes les applis en plus dans l'histoire, ça réduit encore vachement plus le champ des possibles quoi. Et c'était Eva Illouz dans son livre Pourquoi l'amour fait mal qui parlait de ce capitalisme en fait émotionnel des applications de rencontres qui à notre époque transforment l'amour en marché, en produit d'attente et de performance. Et en fait c'est vrai qu'on remarque aussi que cette marchandisation en quelque sorte de l'amour, ça a fait aussi évoluer des discours assez extrêmes. On parlait tout à l'heure des mascus et c'est vrai que effectivement le fait de transformer l'amour en marché, ça fait monter ces communautés-là anti-couple, en fait, en quelque sorte, parce que les masculinistes, c'est le discours qu'ils ont, c'est qu'ils sont anti-couple, en quelque sorte. Est-ce que vous pensez que ça traduit un rejet du couple ou une crise qui est plus profonde des relations ? Tu parles au niveau des groupes masculins, etc. Ouais. Et de manière générale aussi de notre société. Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment dans un rejet du couple ? Nicolas Rodier. Moi, je suis en couple. Je sais pas quoi rajouter d'autre. Donc, je dirais que tout le monde heureux et épanoui, quoi. Ne rejette pas le couple. Nicolas est vide d'amour et d'eau fraîche. C'est pour ça qu'on l'a invité ce soir. Quoi. Non, mais je sais pas... La question se pose actuellement, mais là, après tout, mon avis, je suis pas sûr qu'il soit... Dans ton entourage, il y a des gens comme ça qui sont dans le rejet de l'amour ? Dans le rejet de l'amour ou dans le rejet d'eux-mêmes, je dirais plus. La plupart du temps, c'est eux qui, j'ai l'impression, qui se font le plus de mal, qui réfléchissent trop, qui se posent 1000 questions, qui justement subissent une certaine pression en se disant il faut que je me trouve quelqu'un, j'ai l'âge, j'ai un travail, j'ai une voiture, maintenant il me faut quelqu'un, et ils sont dans un stress total. Et je vois ça avec des gens plus âgés, des amis plus jeunes aussi également. Ça arrive très tôt. Très tôt, il faut maintenant s'installer pour certains et c'est une pression totale. Alors qu'en fait, peut-être qu'ils devraient d'abord être sûrs de qui ils sont eux-mêmes, de ce qu'ils ont envie et de pas courir après quelqu'un absolument, quoi. Quelle est l'origine selon vous de cette pression que les gens se mettent à être en couple et faire des bébés Moi, justement, j'allais dire, j'ai pas l'impression que aujourd'hui, alors j'ai pas fait d'études sociologiques sur le sujet, mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui on soit forcément là-dedans. J'ai l'impression qu'on l'est de moins en moins. Les gens font des enfants beaucoup plus tard. La moyenne d'âge pour faire des enfants, elle recule sans cesse. À l'époque, il y avait peut-être il y avait vraiment ce truc de t'as 20 ans, tu te mets en couple, tu te maries, t'as des enfants, et c'est vrai que c'est ce qu'on voit de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui faisaient des enfants très jeunes, les femmes qui travaillaient pas forcément et du coup qui étaient à la maison après les courtes études qu'elles faisaient et du coup qui étaient
programmées pour être à la maison, faire des enfants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes qui travaillent, qui sont beaucoup plus indépendantes et qui n'ont pas besoin d'hommes dans leur vie, c'est vrai que j'ai l'impression que, en tout cas, on voit que voilà, l'âge pour avoir des enfants recule, etc. Après, c'est clair qu'il y a toujours cette pression de la société, beaucoup chez les femmes, chez les hommes, je sais pas, parce que je suis pas concernée, donc je pourrais pas parler à la place des hommes. En tout cas, c'est sûr que pour les femmes, il y a aussi ces trucs de l'horloge biologique, donc t'approches un certain âge, oh là là, attention, parce que à partir de 35 ans, t'es grossesse gériatrique, donc ça fait un peu mal, je pense que quand t'as 35 ans et qu'on dit tu vas avoir une grossesse gériatrique, Je parlais exclusivement du couple, hein. Bien sûr, je parlais pas du mariage, d'avoir des enfants, mais j'ai l'impression que quand même tout le monde aimerait être en couple. Après, on m'a toujours dit, en rigolant bien sûr, mais qu'il y avait une question de saison. Là, on va commencer à avoir froid, les gens, ils ont pas envie d'être seuls. Ils ont pas envie de sortir et ils préféraient passer l'hiver avec quelqu'un. Donc, tu penses que c'est un mythe social, ça, ou que c'est avéré ? Je sais pas. Moi, j'ai jamais eu envie de ça l'hiver, mais ne nous manque pas, Nicolas. Je sais pas si je suis pas forcément sûre que tout le monde ait forcément envie d'être en couple. Je pense que c'était beaucoup les schémas avant, et je pense qu'aujourd'hui on se pose la question de se dire voilà ce que je disais aussi avant, que les femmes par exemple travaillent alors qu'avant elles ne travaillaient pas, donc leur schéma de base c'était d'être en couple, et c'était même pas une question, en fait c'était obligé. Si à 30 ans elles étaient célibataires, elles étaient vieilles filles, quoi. Enfin c'était vraiment aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a quand même moins ça. Moi je connais pas mal de personnes qui sont pas en couple et qui sont très heureuses, ou qui ont, comme on disait avant, des relations éphémères et qui le vivent très bien, et voilà, à qui ça n'empêche pas d'être complètement épanouies. Ou alors la notion de couple a évolué. La définition en soi du couple n'est plus la même aujourd'hui. On peut être un couple avec plein de conditions, la distance, etc. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a beaucoup plus de couples, à distance. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont... il y a des personnes qui sont en polyamour aussi, donc qui peuvent avoir plusieurs relations avec plusieurs personnes différentes à des degrés différents. Il y a des personnes qui sont mariées, qui ont des enfants, mais qui ont aussi une autre relation à côté. Ça fait partie du deal du couple. Donc, effectivement, les relations évoluent. Il y a aussi des personnes qui sont en couple mais n'habitent pas ensemble, même en étant dans la même ville, ou des personnes qui habitent ensemble mais ne partagent pas la même chambre, ou des choses comme ça. C'est sûr que ça, c'était pas le cas avant. Donc c'est clair que la manière de faire couple évolue. Et oui, ça c'est sûr qu'il y a un gros changement par rapport à ça, ouais. Dans cette manière de faire couple, justement, est-ce que tu observes dans la communauté queer peut-être une plus grande libération que si on prend un couple hétéro qui du coup va peut-être avoir tendance à s'enfermer peut-être dans des normes du couple exclusif, etc. C'est quelque chose que tu observes ? Alors de base, je te dirais oui, parce que on est effectivement, quand on est une personne queer, on a plutôt tendance à remettre en question de fait les normes imposées par la société, mais c'est pour ça que je t'ai dit de base, je te dirais oui, mais en fait la communauté queer par son essence en fait crée des nouvelles normes au final, et on se rend compte que quand on parle de plus en plus avec des personnes queer, elles se reconnaissent plus forcément dans les nouveaux schémas qui sont devenus des normes du coup pour les personnes queer, et qui recrée finalement une forme on impose un peu entre guillemets des nouvelles manières d'être en couple, ou de pas vouloir se marier, ou de pas vouloir des enfants, ou de pas être monogame, de ne pas être polyamour, des choses comme ça. Je caricature un petit peu, je grossis les traits, mais c'est vrai que finalement, dans ce côté remise en question des normes de la société, on voit que finalement, il y a des nouvelles normes qui se créent, et que on s'écarte d'un carcan pour parfois se mettre dans un autre. Et je pense que, en fait, tout simplement, il n'y a pas vraiment de règles. En fait, si on a envie de vivre comme on veut, dans la légalité et dans le respect des autres, qu'on le fasse, en fait, qu'on soit queer, qu'on soit hétéro. Je pense que c'est tellement intime, en fait, propre à chaque personne, plutôt que intime, que en fait, les règles,
il y en a pas tant que ça et qu'en fait on peut se créer nos propres règles et nos propres normes à nous finalement quoi. Nicolas, tu partages cet avis qu'on est dans une époque qui permet cette réinvention du couple et de l'amour finalement? Bah, ça rebondit avec un des chiffres que tu as donné en début d'émission, qu'une personne sur 3 vit seule, selon l'INSEE en 2024. Donc effectivement, moi j'ai pas l'impression que les gens soient moins ensemble, mais ils vivent en tout cas seuls. Donc il y a une liberté qui s'est créée et finalement peut-être que finalement les carrières, les amis passent devant l'amour d'une vie. Peut-être que c'était plus important pour les générations précédentes, qu'elles avaient un rapport beaucoup plus fort. Peut-être qu'eux aussi ils ont vécu des crises beaucoup plus dures et donc du coup leur vie pouvait s'arrêter rapidement, etc. Donc il y a tous ces faits-là qui font que oui, ça a évolué, c'est sûr. Effectivement, selon l'IFOP aussi, en 2025, près de la moitié des 25-34 ans préfèrent mettre leur carrière et leurs amis en priorité plutôt que l'amour romantique. C'est un chiffre qui est assez énorme. Et la question se pose aussi de pourquoi en fait les gens préfèrent vivre seuls ou alors éventuellement mettre en priorité leur carrière. Est-ce que finalement c'est pas aussi une peur de cette charge mentale en ce qui concerne par exemple les tâches ménagères, etc. Marie, tu as un avis là-dessus ? Je voulais juste revenir sur ce que vous avez tous les deux dit avant. Effectivement, l'amitié aussi est beaucoup plus valorisée, mis en avant dans la société aujourd'hui par rapport à avant. C'est vrai qu'avant, voilà, l'amitié n'était pas, c'était pas un sujet plus que ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'on donne beaucoup plus d'importance qu'avant aux relations amicales et il y a un peu ce côté aussi de famille choisie qu'on entend beaucoup dans les communautés queer qui ont pour beaucoup, non, pas le mot beaucoup, mais oui, pour un certain nombre de personnes qui ont été rejetées par leur famille de sang et qui du coup se retrouvent à se recréer en fait des nouvelles familles avec du coup une famille choisie comme on appelle ça, du coup avec des amis quoi. Donc voilà, c'était juste pour revenir sur cette notion d'amitié qui est quand même, c'est vrai, très importante, plus aujourd'hui qu'avant. Tu penses que c'est lié à des déceptions, du coup, que les gens se rattachent plutôt à des amitiés et d'autres formes d'amour ? Je sais pas si c'est une forme de déception. Je pense qu'avant, par rapport au couple, en fait, on se posait pas de questions. En fait, tu rencontrais quelqu'un, t'étais jeune, quand c'était pas en plus une personne imposée, tu te mariais, t'avais des enfants, tu divorçais pas, tu faisais ta vie avec, et en fait, tu te posais même pas la question, en fait. Et aujourd'hui, oui, on divorce, un mariage sur 2 se termine en divorce, il y a des familles recomposées, les gens n'ont pas forcément d'enfants, ou en ont tard. En fait, est-ce que le couple ne prendrait pas trop de place dans notre société actuelle ? Dans le temps, finalement, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les SMS, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'était pas connectés 100% de notre temps, ou on ne pouvait pas être 100% de notre temps connecté à notre partenaire. Aujourd'hui, c'est le cas. Et donc, en fait, finalement, est-ce que le couple prend pas trop de place ? Est-ce que d'être 100% avec la personne et pas juste le soir en rentrant ou juste quand c'est possible de se voir ? Est-ce que cette proximité, grâce aux technologies, elle met pas un bâton dans les roues du couple, quoi ? C'est vrai qu'il peut y avoir ce côté presque contradictoire de cette possibilité de pouvoir être connecté tout le temps. Finalement, elle nous enlève peut-être des moments très simples et plus spontanés, en fait. C'est vrai, peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Je sais pas, moi, j'ai pas trop l'impression que être connecté avec la personne soit un frein au couple ou parce que on a ça avec tout, en fait. On est aussi hyper connecté avec nos amis, avec nos familles, donc... Moi, je pense que les réseaux permettent d'avoir un lien plus constant, quoi. Peu importe la personne avec qui c'est. Puis, c'est pas parce que tu peux être connecté tout le temps que tu l'es forcément tout le temps. Moi, il y a déjà des relations que j'ai eues où, en fait, on se parlait quasiment pas de la journée parce que la personne travaillait, elle pouvait pas être avec son portable ou parce que il y a des gens qui aiment pas forcément écrire tout le temps. Et je sais pas, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Mais effectivement, si on regarde les générations passées, le couple, c'était presque un objectif incontournable. Ouais. Aujourd'hui, le vrai tournant, c'est peut-être qu'on choisit d'être en couple, en fait. Ouais. On choisit ou on choisit pas. Et c'est vrai que
pour revenir à ta question précédente, du coup, auquel je n'avais pas répondu parce que j'étais allée sur l'amitié. Ça va, tu es pardonnée, Marie. C'est vrai que du coup, il y a ce truc de, voilà, on disait avant, le travail, la carrière aussi qui est mise en avant. Et en fait, depuis que du coup la femme travaille à son compte en banque propre, qui lui est propre, peut voter, etc. Enfin voilà, toutes ces évolutions en fait qu'il y a eu à la fin du siècle dernier. Se sont aussi accompagnées en fait d'une très grosse charge mentale pour les femmes en couple hétéro, du coup j'entends, parce que du coup elles ont le double travail, quoi. Elles travaillent toute la journée et après elles travaillent encore à la maison pour s'occuper des enfants quand elles en ont, ou s'occuper de la maison, etc. J'avais entendu une étude comme ça qui disait que finalement depuis l'invention des machines à laver, les femmes avaient encore plus de charge mentale à la maison, ce qui est complètement scandaleux, quoi. C'est vrai que du coup en fait, certaines libertés amènent aussi d'autres... arrivent un peu avec certaines... pas contraintes, mais n'arrivent pas seules, quoi. Et c'est vrai que oui, il y a peut-être aussi ce côté, les femmes, elles ont envie... peut-être d'être tranquille, toute seule chez elle, à pas devoir faire la popote à un mari. Voilà, c'est le truc hyper cliché. Mais il y a peut-être aussi... Tu m'as regardé, mais personne me fait ma popote. Si, j'ai vu le regard. C'est normal, tu manges pas de légumes, Nicolas. non, mais c'était pour dire qu'effectivement, il y a peut-être aussi ce truc d'en fait, vu qu'on rejette un peu ces codes qui sont encore parfois présents dans la société, il y a des personnes qui n'ont pas envie de se conformer à ces normes-là parce que elles les rejettent complètement et la société évolue et du coup voilà, ça fait que on réfléchit plus pareil qu'il y a 50 ans, que nos grands-mères, quoi, finalement. Ça engendre effectivement peut-être du coup pas mal de personnes qui disent en fait moi je préfère être toute seule plutôt que d'avoir toute cette charge mentale et que d'avoir toutes ces choses en fait à penser au quotidien et à faire en plus, quoi. Et effectivement, ces mutations dans nos vies intimes, ça fait écho à une longue histoire culturelle aussi, parce que le couple, avant d'être une pratique, c'est aussi un récit qu'on écrit, qu'on filme, qu'on hérite. Alors que devient ce récit à l'heure où tout change? On en parle dans un instant dans Sceptique. Merci Marie d'avoir été avec nous. Merci à toi. Je te laisse rappeler où on peut te retrouver. Oui, du coup, à partir du mois de janvier, retrouvez-nous une semaine sur deux, du coup, sur RBS, dans l'émission Voix Queer, le mercredi de 20h à 21h. Et on parle de plein de sujets LGBT dans chaque émission, avec des intervenantes, des chroniques, des chroniqueuses, des chroniqueurs, des chroniqueuses. Et du coup, l'asso qui porte cette émission, donc l'émission c'est Voix Queer et l'asso c'est Juin 69. Et donc d'ici là, on peut vous retrouver sur Instagram aussi, par exemple. On est sur tous les réseaux et si vous voulez rejoindre l'asso, on recrute en ce moment, donc n'hésitez pas à nous écrire. Ah voilà, on se dit à tout de suite. Tupac, lui, il avait déjà tout compris. L'amour, c'est aussi des paradoxes, des élans, des blessures. On s'écoute Do for Love et on se retrouve juste après dans Sceptique, toujours en direct sur RBS.